Le vaisseau de recherche extraterrestre dérivait impuissante aux confins du système solaire terrestre, ses instruments sensibles étant submergés par la tempête solaire qui approchait. Le capitaine du vaisseau, un être grand et élancé à la peau argentée, observait avec horreur les relevés qui annonçaient une mort certaine pour son équipage. Leur planète natale ne les avait jamais préparés à des niveaux de radiation aussi intenses. Le capitaine lança un message d'urgence à tous les vaisseaux à proximité. Son interprète transforma son langage musical en code galactique standard. Ici, le vaisseau de recherche Dawn Light. Nous sommes piégés par un événement solaire de classe 3. Nos boucliers sont défaillants. L'équipage de 15 personnes, composé de certains des plus brillants esprits scientifiques du Conseil galactique, était venu étudier l'impossible. Une civilisation prospère sur ce que leurs instruments qualifiaient de monde de la mort de catégorie 12. Aucune vie intelligente n'aurait pu évoluer dans des conditions aussi hostiles. La gravité à elle seule était écrasante selon leurs critères, et la pression atmosphérique anéantirait la plupart des espèces de la galaxie. Leur mission s'était déroulée sans problème, jusqu'à l'apparition de la tempête solaire, presque sans prévenir. Leur vaisseau, conçu pour les conditions douces de leur système d'origine, n'était pas conçu pour supporter une telle violence. Le capitaine s'apprêtait à ordonner à l'équipage de se mettre en stase, lorsqu'une voix inconnue grésilla dans leur système de communication. Il s'agit du capitaine Jack Thompson du vaisseau Thunderchild de la Force de défense terrienne. Nous avons capté votre signal de détresse. Tenez bon, nous venons vous chercher. Les extraterrestres observèrent incrédules un vaisseau massif, d'apparence presque primitive, s'approcher à travers la tempête, où leur propre vaisseau élégant utilisait des champs de force gracieux et la manipulation énergétique. Ce vaisseau humain semblait conçu pour percer tout ce qui se dressait sur son chemin. « Impossible », murmura l'officier scientifique extraterrestre. Les niveaux de radiation brûleraient n'importe quel être vivant. Mais le vaisseau humain continuait d'avancer. Grand, épais et marqué, il semblait ignorer les vents solaires qui avaient paralysé leur propre vaisseau. En approchant, les extraterrestres aperçurent pour la première fois des humains par les hublots. Le capitaine Thompson se tenait dans le sas de son vaisseau, vêtu d'un équipement de protection qui leur parut incroyablement primitif. Pas de boucliers énergétiques, pas de champ de force personnel, juste des couches de matériaux qu'ils apprendraient plus tard s'appeler métal et céramique. Nous allons étendre un tube d'amarrage. La voix de Thomson résonna. Les relevés de votre vaisseau indiquent que vos systèmes de survie sont défaillants. Nous pouvons évacuer votre équipage vers notre vaisseau jusqu'à ce que la tempête passe. Le capitaine extraterrestre hésita brièvement. Mourir par radiation ou faire confiance à ces étranges habitants des mondes de la mort? Le choix était évident. La procédure d'amarrage était rude pour eux, mais efficace. Alors que l'équipage extraterrestre pénétrait dans le vaisseau humain, ils furent frappés par tout ce que leurs capteurs leur avaient indiqué. La gravité était écrasante. La pression de l'air semblait les écraser. Même avec leur combinaison environnementale, ils sentaient la différence. « Bienvenue à bord », dit Thomson par l'intermédiaire de leur traducteur. Il avait retiré son casque, leur montrant pour la première fois à quoi ressemblait un humain. Les extraterrestres furent stupéfaits par sa solidité apparente, la densité de sa forme. Il se déplaçait avec une assurance assurée, dans des conditions qui auraient tué la plupart des espèces de la galaxie. « Votre vaisseau », parvint à dire le capitaine extraterrestre. « Comment survit-il à ces conditions ?» Thomson rit, un rire qui fit sursauter plusieurs extraterrestres. Cette vieille dame, construite selon les normes terrestres, doit l'être pour affronter les conditions qui règnent sur notre planète. Cette tempête est à peine de catégorie 3. Vous devriez voir ce à quoi nous sommes confrontés lors d'un maximum solaire. Les extraterrestres se blottissaient dans l'infirmerie du vaisseau humain, observant avec fascination l'équipage vaquer à ses occupations. Tout chez eux semblait impossible.
Ils mangeaient une nourriture qui empoisonnerait la plupart des espèces. Ils buvaient une eau contenant des minéraux qui auraient dû les tuer. Ils se déplaçaient sous une gravité telle qu'elle réduirait en poudre la plupart des eaux extraterrestres. Capitaine, dit doucement l'officier scientifique extraterrestre à son supérieur, je pense que nous savons pourquoi nos scanners longue portée ont révélé la présence de satellites artificiels autour de ce monde de la mort. Nous n'avons détecté aucune erreur. Nous détections une civilisation d'êtres ayant évolué pour survivre à des conditions que nous croyions impossibles. Alors que la tempête faisait rage au dehors, les extraterrestres commencèrent à comprendre qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'inédit dans l'histoire galactique. Ces humains ne se contentaient pas de survivre sur leur monde de la mort. Ils l'avaient maîtrisé, avaient transformé ces conditions difficiles en atouts et avaient développé une technologie à la hauteur de leur résilience. Ce qu'aucun d'eux ne savait, en observant leurs sauveurs humains à l'œuvre, c'est que cette rencontre fortuite allait bientôt sauver la galaxie entière. Pour l'instant, ils s'émerveillaient simplement des êtres impossibles qui les avaient sauvés, des êtres qui avaient élu domicile dans l'environnement le plus hostile de l'univers. 3 mois après l'incident de la tempête solaire, la chambre du Conseil galactique était plongée dans le chaos. L'immense salle circulaire, habituellement lieu de discussion calme, résonnaient des voix paniquées d'une centaine d'espèces différentes. Sur l'écran principal, un autre système stellaire disparaissait dans les ténèbres. Les dévoreurs du vide ont englouti la masse du Lotus, annonça le chef du conseil, leur forme cristalline étincelant de détresse. C'est le 5e système ce mois-ci. La commandante Emma Stone était assise en silence dans la capsule d'observation humaine, spécialement conçue pour supporter la gravité et l'atmosphère terrestre. Elle observait les représentants extraterrestres se disputer, remarquant comment leurs différences d'évolution se reflétaient dans leurs réactions. Les espèces flottantes, basées sur le gaz, changeaient simplement de couleur en signe de détresse. Les espèces aquatiques libérèrent des phéromones qui firent bouillonner leurs réservoirs. Les flottes de combat ont échoué, annonça un conseiller reptilien. Nos armes traversent que les dévoreurs du néant. On dirait qu'ils existent en partie dans une autre dimension. Emma consulta son bloc de données et examina les rapports. Les dévoreurs du néant étaient apparus 6 semaines auparavant, surgissant des profondeurs de l'espace. Ils ne ressemblaient à rien de ce que la galaxie avait connu auparavant. Des créatures qui semblaient faites de ténèbres vivantes, consommant de l'énergie à tous les niveaux, de la lumière aux liaisons atomiques. Ils transformaient des systèmes prospères en zones mortes, où même les lois de la physique fonctionnaient à peine. Peut-être, dit le représentant secouru par le capitaine Thompson, devrions-nous envisager de demander de l'aide aux humains. Le silence régna dans la salle. Tous les extraterrestres se tournèrent vers la capsule humaine. Emma se leva, ses mouvements prudents dans la faible gravité qu'il maintenait pour le confort de la plupart des espèces. La flotte humaine est petite comparée à la vôtre, dit-elle, son traducteur traduisant ses paroles en son compréhensible par chaque espèce. Qu'est-ce qui vous fait croire que nous pourrions vous aider? Les scientifiques secourus s'avancèrent, parce que vous survivez à des conditions qui nous tueraient instantanément. Parce que vos vaisseaux sont conçus pour résister aux forces qui déchirent les nôtres, parce que vous êtes des habitants de Death World et que ces dévoreurs du vide transforment nos mondes en zones de mort. Emma hocha lentement la tête. Elle s'attendait à ce moment depuis les premiers rapports sur les dévoreurs du vide. Elle fut surprise de les voir dans la zone du vide. Elle fut surprise de voir les mangeurs du vide dans la zone du vide. « Zone morte ?» demanda-t-elle. L'affichage principal changea, affichant des conditions qui rendaient la plupart des... Les membres du conseil se détournèrent, horrifiés. Des fluctuations de gravité qui écraseraient leurs vaisseaux. Des radiations qui brûleraient leurs équipages. Des températures extrêmes qui gèleraient ou feraient en bouillir leurs atmosphères. Emma sourit. Ces conditions ne sont guère pires qu'une mauvaise journée sur Terre.
Les variations de gravité sont comparables à celles auxquelles sont confrontés nos explorateurs des fonds marins. Les radiations. Nos villes supportent moins bien les tempêtes solaires. Les variations de température. On appelle ça le printemps par endroits. La salle du conseil s'est mise à gronder. Emma a continué. Mais nous aurons besoin de vous. Votre technologie est bien plus avancée que la nôtre à bien des égards. Nous avons besoin de votre aide pour adapter nos vaisseaux aux voyages longue distance, pour améliorer nos armes et pour nous donner les outils nécessaires pour combattre ces choses. Impossible, s'écria l'un des conseillers en dotant les humains d'une technologie avancée. Ils sont à peine sortis de leur puits de gravité. Ils brûlent encore des combustibles chimiques. Le chef du conseil leva un appendice pour réclamer le silence, et pourtant, ils survivent à des conditions qui tueraient n'importe lequel d'entre nous. Les mangeurs de vide créent des environnements inaccessibles. Peut-être avons-nous besoin de ceux qui ont évolué en enfer pour combattre les démons. Emma fit apparaître une image sur l'écran principal. En enfer pour combattre les démons. Emma fit apparaître une image sur l'écran principal. La Terre, leur magnifique et terrible planète natale. Vous appelez notre planète un monde de la mort. Nous l'appelons notre foyer. Chaque jour, nous subissons des pressions qui vous écraseraient, des poisons qui vous tueraient, des radiations qui vous brûleraient. Nous avons bâti notre civilisation dans des conditions que vous considérez comme impossibles. Donnez-nous les outils et nous vous montrerons comment les habitants des mondes de la mort se battent. La salle du conseil resta silencieuse un long moment. Finalement, le chef reprit la parole. C'est décidé. Nous formerons une alliance. Les humains mèneront le combat contre les dévoreurs du vide. Toutes les restrictions technologiques sur Terre sont levées avec effet immédiat. Alors qu'Emma quittait la salle pour contacter le commandement terrestre, elle entendit les scientifiques secourus parler à un autre conseiller. Ils ne se contentent pas de survivre sur leur monde de mort. Ils l'adorent. Et maintenant, cet amour de l'impossible pourrait bien nous sauver tous. Elle sourit intérieurement. Les extraterrestres allaient découvrir pourquoi les humains avaient prospéré sur la planète, la plus meurtrière connue de la galaxie. Les dévoreurs du vide ne comprendraient pas ce qui leur arrivait. Le lieutenant Tom Anderson se tenait dans la salle d'entraînement de la nouvelle Académie de Ner. Combat humain-alien, observant les officiers extraterrestres tenter de se déplacer en gravité terrestre. Le spectacle aurait été drôle si la galaxie n'était pas en jeu. Allez, tu peux le faire. Il encouragea un extraterrestre massif à tenter de soulever ce que les humains considéreraient comme un poids plume. La structure cristalline de l'extraterrestre tremblait sous l'effort. Souviens-toi, sur ton monde, ce serait impossible. Ici, tu accomplis déjà l'impossible. L'Académie avait été construite sur un astéroïde proche de la Terre, spécialement conçu pour simuler différentes conditions planétaires. Aujourd'hui, ils effectuaient ce que les extraterrestres appelaient un entraînement de survie extrême et ce que les humains appelaient un échauffement de base. « Monsieur », s'écria l'un des stagiaires extraterrestres, sa combinaison environnementale s'illuminant d'indicateurs de stress, « comment les humains gèrent-ils cela au quotidien ?» Tom s'approcha, ses mouvements fluides et naturels, sous une gravité que ses élèves trouvaient écrasante. Nous y sommes nés, secoués par elle. Nos os se sont renforcés, nos muscles se sont renforcés. Mais ce n'est pas ce qui nous rend spéciaux. Il a pris une arme d'entraînement. Ce qui nous rend spéciaux, c'est que nous ne cessons de repousser nos limites. L'écran principal montrait d'autres salles d'entraînement. Dans l'une, des instructeurs humains enseignaient aux extraterrestres comment survivre dans ce qu'ils considéraient comme des atmosphères toxiques, des atmosphères plus propres que les villes terrestres. Dans une autre, les extraterrestres apprenaient à gérer des changements de température qui seraient modérés selon les normes terrestres. Lieutenant Anderson annonça l'IA de l'Académie. Les observateurs du conseil sont arrivés pour la démonstration. Tom hocha la tête. Le timing était parfait. Prenez tous 5 minutes dans vos chambres de repos à faible gravité. À votre retour, nous montrerons au conseil ce que nous avons accompli. Tandis que ses élèves se retiraient avec gratitude dans leur zone de confort, Tom préparait l'arène d'entraînement principale. Les membres du conseil se dirigèrent vers Ababa avec les camps vers la plateforme d'observation.
leurs boucliers environnementaux luisant faiblement. Aujourd'hui, annonça Tom par le système de traduction, nous allons démontrer l'efficacité des tactiques terrestres contre les dévoreurs du vide. Il désigna les commandes de la reine. D'abord, les conditions d'entraînement militaire standard du Conseil. La reine simulait un champ de bataille extraterrestre typique. Faible gravité, atmosphère stable, température douce. Les observateurs extraterrestres se détendirent, à l'aise, dans ces conditions familières. Maintenant, dit Tom, les conditions de notre dernière rencontre avec un mangeur de vide. L'arène changea. La gravité fluctua brutalement. L'atmosphère devint un tourbillon de gaz toxiques. Les zones de température s'échelonnèrent du proche zéro absolu à la chaleur fulgurante. Les membres du Conseil reculèrent, leurs boucliers environnementaux s'embrasant. Mais les élèves de Tom entrèrent alors dans l'arène, vêtus de leurs nouvelles combinaisons hybrides, des équipements de survie terriens améliorés par une technologie extraterrestre. « Regardez », ordonna Tom. Ces élèves évoluèrent dans le chaos comme s'ils y étaient nés. Ils s'adaptèrent instantanément aux variations de gravité, utilisant des techniques apprises auprès des plongeurs sous-marins et des alpinistes de la Terre. Ils ont géré les changements de température grâce à des techniques développées dans les déserts les plus rudes et les pôles les plus froids de la Terre. Ils ont navigué dans des zones toxiques grâce à des compétences acquises dans les régions les plus polluées de la Terre. « Impossible », chuchota un membre du Conseil. « Ils se déplacent comme si de rien n'était. » « Pour nous, s'adapter à l'enfer est normal, » expliqua Tom. « La Terre nous l'a appris, regardez ça. » Il saisit de nouvelles commandes. Un hologramme d'un mangeur de vide apparut, une masse de ténèbres ondulantes qui déformait la réalité autour d'elle. Les étudiants changèrent immédiatement de formation. « La tactique habituelle du Conseil serait de battre en retraite, » dit Tom. « Mais nous avons appris quelque chose sur les mangeurs de vide. Ils créent des conditions similaires aux environnements les plus extrêmes de la Terre, et c'est là que nous prospérons. » Les étudiants ont démontré leur schéma d'attaque. Ils ont utilisé les fluctuations de gravité pour accroître leur vitesse. Ils ont transformé les températures extrêmes en armes. Ils se sont déplacés dans des zones toxiques, comme dans de l'air pur. L'hologramme dévoreur de vide, programmé avec des données de combat réels, n'a pas pu s'adapter à leur tactique. Ils ne comprenaient pas que des êtres considérés en des conditions supposément mortelles comme des avantages. À la fin de la démonstration, même les membres du Conseil les plus sceptiques restèrent silencieux. Finalement, l'un d'eux prit la parole. « Vous ne les entraînez pas seulement à survivre à ces conditions, vous les entraînez à les utiliser. » Tom sourit. « Exactement. Sur Terre, nous avons appris depuis longtemps que l'on s'adapte aux conditions difficiles où l'on meurt. Nous avons choisi de nous adapter. Puis, nous avons choisi de prospérer. Aujourd'hui, nous enseignons aux autres à faire de même. » Il regarda ses élèves fatigués mais fiers. Les mangeurs de vide pensent pouvoir nous vaincre en rendant l'espace inhabitable. Mais ils sont sur le point d'apprendre ce que toutes les menaces pour l'humanité ont appris. Plus l'environnement est hostile, plus nous devenons dangereux. Le major Lisa Cooper observait l'obscurité tourbillonnante à travers le hublot de son vaisseau, tandis que les mangeurs de vide consumaient une autre étoile. Le système de Proxima Centauri avait été choisi pour la première grande bataille de Métinassos de l'humanité contre ces créatures. Sa proximité avec la Terre permettait à la flotte humaine de combattre à pleine puissance. « Tous les vaisseaux sont prêts », annonça son officier tactique. La passerelle du cuirassé. Terra vibrait d'énergie tandis que l'équipage se préparait au combat. « Montrez-moi la position de la flotte extraterrestre », ordonna Lisa. L'écran holographique s'illumina, montrant les vaisseaux du Conseil galactique en position loin de la zone de combat. Leurs capteurs ne pouvaient même pas fonctionner, assis près du champ de distorsion de la réalité des dévoreurs du vide. « Ils observent », dit Lisa à son équipage. « Il est temps de leur montrer comment les enfants de la Terre se battent. » Les dévoreurs du vide n'avaient jamais rencontré de résistance sérieuse auparavant. Ils étaient habitués à ce que les systèmes s'obscurcissent lorsque leurs habitants s'enfuient. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ils affrontaient des vaisseaux construits par des gens qui considéraient la gravité écrasante,
les radiations mortelles et les températures extrêmes, comme des conditions normales de fonctionnement. Lancez la première vague, ordonna Lisa. 20 vaisseaux terriens avancèrent, leurs coques luisantes grâce à leur nouveau blindage hybride. Des métaux terriens améliorés par une technologie extraterrestre. Les vaisseaux paraissaient rudimentaires comparés aux élégants vaisseaux extraterrestres, mais ils étaient conçus pour encaisser des dégâts qui auraient détruit n'importe quelle autre flotte de la galaxie. Les dévoreurs du vide réagirent à leur approche. Les ténèbres se tordirent et se tordirent, projetant des vrilles d'une force absorbant l'énergie. Les observateurs extraterrestres observèrent la scène avec horreur, s'attendant à voir les vaisseaux humains être démantelés. Au lieu de cela, les vaisseaux continuèrent leur route. Leurs moteurs, conçus pour fonctionner dans le puits de gravité terrestre, avaient de la puissance à revendre. Leurs coques, conçues pour résister à des pressions qui écraseraient des vaisseaux extraterrestres, tinrent bon. Consommation d'énergie de 40%, rapporta l'officier tactique. Bouclier résistant. Tous les vaisseaux rapportent un état similaire. Lisa sourit. Sur n'importe quel autre monde, perdre 40% de puissance serait un désastre. Mais les humains avaient appris à fonctionner avec des ressources limitées. Ils s'étaient entraînés au combat dans des conditions qui auraient tué la plupart des espèces. « Lancez l'essaim », ordonna-t-elle. Des plus gros vaisseaux surgirent des centaines de petits vaisseaux, à peine plus grands que des capsules de sauvetage, chacun piloté par un seul humain. Les observateurs extraterrestres étaient perplexes. Leurs capteurs indiquaient des conditions à l'intérieur du champ des dévoreurs du vide, qui auraient dû tuer instantanément tout être vivant. Mais les pilotes portaient dans leur nouvelle combinaison de combat, conçue par des ingénieurs humains utilisant une technologie extraterrestre. Plus important encore, c'étaient des humains entraînés dans les environnements les plus hostiles de la Terre. Pour eux, l'espace tortueux autour des dévoreurs du vide n'était qu'un défi de plus à relever. Les unités de l'essaim signalent un succès, annonça l'officier tactique. Elles identifient les points faibles de la structure du dévoreur du vide. Les petits appareils filaient dans l'obscurité comme des guêpes furieuses, leurs capteurs cartographiant l'étrange anatomie du dévoreur du vide. Chaque pilote rapportait des conditions qui auraient dû être mortelles, la voix calme et professionnelle. Là, Lisa pointa l'écran. Ils nous montrent leur cœur. Au cœur des ténèbres tourbillonnantes, quelque chose palpitait. Les dévoreurs du vide possédaient un noyau, un point central, où ils s'ancraient dans l'espace normal. Il était entouré de conditions qui anéantiraient instantanément toute espèce extraterrestre dans la galaxie. À tous les vaisseaux, moteur à pleine puissance, ordonna Lisa. Unité d'essaim, dégagez la voie. Nous allons leur montrer ce qui arrive lorsqu'on menace une espèce ayant évolué sur un monde de la mort. La flotte humaine avançait à l'unisson, s'enfonçant toujours plus profondément dans les ténèbres. Les vaisseaux gémissaient sous des forces qui auraient instantanément brisé des vaisseaux extraterrestres. Les niveaux d'énergie chutèrent à des niveaux que toute autre espèce considérerait comme des niveaux d'urgence. Mais la flotte continua d'avancer. Les unités d'essaim les guidèrent à travers le chaos, trouvant des chemins où les lois de la physique étaient le moins transgressées. Et au cœur de la formation, la fureur de Terra menait la charge. « Feu !» ordonna Lisa, alors qu'ils atteignaient leur portée optimale. Les armes qu'ils utilisaient n'étaient pas seulement des armes humaines ou extraterrestres. Elles étaient combinées d'une manière que seuls les habitants de Deathworld pouvaient imaginer. Les dévoreurs du vide n'avaient jamais affronté de telles créatures. Les ténèbres hurlaient. Pour la première fois dans l'histoire galactique, un dévoreur du vide mourut. Sous les acclamations de son équipage, Lisa ouvrit un canal avec la flotte extraterrestre qui les observait. Ici, le Major Cooper. Premier objectif atteint. Nous avons prouvé qu'ils peuvent être éliminés. Maintenant, nous allons prouver qu'ils peuvent être vaincus. Dans les vaisseaux d'observation, les extraterrestres observaient, stupéfaits. L'espèce qu'ils avaient autrefois qualifiée de primitive venait de réaliser l'impossible. Les habitants de Deathworld avaient apporté la mort à l'invincible. Le Dr James Wilson se tenait dans son laboratoire, à bord de la Station scientifique internationale,
observant des scientifiques extraterrestres examiner des échantillons de sang humain à travers leurs microscopes sophistiqués. James Wilson se tenait dans son laboratoire à bord de la Station scientifique internationale, observant des scientifiques extraterrestres examiner des échantillons de sang humain à travers leurs microscopes sophistiqués. Leurs expressions de choc ne se démodaient jamais, même après 3 mois de collaboration. « Impossible !» murmura l'un des chercheurs extraterrestres, leur forme cristalline, scintillant d'excitation. « Vos cellules réparent activement les dommages causés par les radiations. Ils s'adaptent aux substances toxiques. Ils se renforcent sous la pression. » James sourit en ajustant sa combinaison de protection. Le laboratoire était maintenu dans des conditions terrestres normales, ce qui signifiait que ses collègues extraterrestres avaient été besoin d'un équipement spécial pour survivre à leur environnement de travail. « C'est comme ça que nous avons survécu sur Terre, » expliqua-t-il. « Notre planète a tant tenté de nous tuer que nos corps ont appris à riposter. Je pense maintenant que nous pouvons utiliser ces connaissances pour combattre les dévoreurs du vide. » L'écran principal montrait leur dernière découverte. Les cellules humaines, exposées à l'effet drainant d'énergie des échantillons de tissus dévoreurs du vide, ne mouraient pas comme les cellules extraterrestres. Au contraire, elles s'adaptaient, trouvant de nouvelles façons de produire de l'énergie. « Regardez !» James pointa l'écran. « Nos corps ont évolué pour faire face aux pénuries d'énergie extrêmes, aux périodes glaciaires, aux famines et au manque de lumière solaire. La Terre nous a tout jeté. Nous avons survécu à tout. Un scientifique extraterrestre flottait plus près, dans leur bulle de protection. Mais comment cela nous aide-t-il à combattre les mangeurs de vide ?» James a affiché un autre écran montrant les combinaisons de combat hybrides qu'il développait. « Nous intégrons des principes biologiques humains à votre technologie. Observez ces schémas de circulation énergétique. Ils reposent sur l'adaptation des vaisseaux sanguins humains aux conditions extrêmes. » Le laboratoire était devenu un point de rencontre unique entre deux approches très différentes de la survie. Les extraterrestres avaient développé une technologie incroyable pour éviter les conditions extrêmes. Les humains avaient évolué pour y résister et s'y adapter. Ensemble, ils créaient quelque chose d'entièrement nouveau. Le docteur appela l'un de ses assistants humains. Les derniers résultats des tests étaient disponibles. L'écran changea pour afficher les données de leur dernière expérience. Ils avaient exposé divers matériaux à des conditions simulées de dévoreurs de vide. La plupart des matériaux extraterrestres s'étaient détériorés instantanément. Les matériaux terrestres standards avaient duré plus longtemps, mais avaient fini par se dégrader. Mais leurs nouveaux matériaux hybrides, alliant résilience humaine et technologie extraterrestre, avaient survécu. « Voyez-vous, » expliqua James à ses collègues extraterrestres, « les mangeurs de vide créent des conditions similaires aux pires environnements terrestres. Pression extrême, perte d'énergie, radiation. Nous sommes confrontés à ces phénomènes depuis bien avant l'invention de la roue. » Il se dirigea vers une autre station où l'on testait de nouvelles procédures médicales. « Votre espèce a développé une technologie médicale incroyable, mais vous vous êtes attaché à éviter les dégâts. Nous avons dû apprendre à réparer les dégâts, car sur Terre, ils étaient inévitables. » Les extraterrestres l'observèrent avec fascination pendant qu'ils présentaient leur dernière avancée. Un traitement qui pourrait aider leur espèce à survivre brièvement dans des conditions similaires à celles de la Terre, basé sur la façon dont les cellules humaines se renforcent sous l'effet du stress. Chaque victoire contre les dévoreurs du vide nous en apprend davantage, a poursuivi James. Leur effet drainant l'énergie est similaire à la survie des créatures des profondeurs marines dans des environnements à faible énergie. Leur manipulation de la gravité nous rappelle comment la vie s'adapte aux différentes pressions dans les océans terrestres. Une alarme retentit, signalant un nouveau test réussi. Les extraterrestres se pressèrent autour de l'écran, leur champ de protection se heurtant avec excitation. « On a réussi », annonça James. « Le nouveau traitement de renforcement cellulaire fonctionne.
Il permettra aux équipages de votre vaisseau de survivre plus près du territoire des dévoreurs du néant. Un des scientifiques extraterrestres s'est tourné vers lui. Lorsque nous avons découvert la Terre, nous pensions que c'était une erreur. Aucune vie intelligente ne pouvait évoluer dans des conditions aussi horribles. Maintenant, nous comprenons. Ces conditions vous ont rendu suffisamment fort pour nous sauver tous. James observa les résultats du test avec fierté. La plus grande faiblesse de l'humanité, sa planète hostile, était devenue sa plus grande force. Et maintenant, il partageait cette force avec la galaxie. Les dévoreurs du vide pensent pouvoir gagner en rendant l'espace inhabitable, dit-il. Mais ils combattent une espèce qui a prospéré dans des conditions qu'ils ne peuvent imaginer. Nous ne sommes pas seulement les survivants d'un monde de la mort. Nous en sommes les enfants et nous enseignons à la galaxie la force. Tandis que ses collègues extraterrestres préparaient la prochaine série de tests, James sourit. La galaxie apprenait que parfois, le savoir le plus précieux vient des endroits les plus hostiles et que ceux qui survivent à l'impossible peuvent enseigner aux autres à faire de même. L'amiral Robert Hayes se tenait sur le pont du vaisseau amiral Earth's Hope, observant la plus grande flotte de l'histoire humaine se préparer au combat. 5000 vaisseaux l'entouraient, un mélange de vaisseaux humains et d'appareils extraterrestres modifiés. Ils s'étaient rassemblés aux confins du noyau de la galaxie, là où les dévoreurs du vide avaient établi leurs principaux lieux de reproduction. « Tous les vaisseaux sont prêts », annonça son officier de communication. La flotte de soutien extraterrestre se tient à distance de sécurité. Robert hocha la tête, l'air sombre. Le plan qu'ils avaient élaboré était dangereux. Mais en tant qu'espèce ayant évolué sur Terre, les humains comprenaient que parfois, la survie exigeait de prendre des risques impossibles. « Envoyez le message à tous les vaisseaux », ordonna-t-il. L'opération Earthborn commence. La flotte avance à l'unisson, ses moteurs hybrides rayonnant de technologies humaines et extraterrestres. Le vide devant eux, pétrifié par les ténèbres, était balayé par des milliers de dévoreurs du vide qui les sentaient approcher. La réaction ennemie était conforme aux prévisions, rapporta son officier tactique. Ils craignent une zone mortelle autour de leur lieu de reproduction. L'espace environnant se transforma. Des ondes gravitationnelles capables d'écraser des vaisseaux normaux se déchaînèrent. Les niveaux de radiation ont dépassé ce que la plupart des espèces considéraient comme viable. La température a chuté jusqu'à près du zéro absolu, puis a atteint des températures plasmatiques. Mais cette flotte était prête. Chaque vaisseau était équipé de systèmes basés sur l'adaptation de la vie terrestre aux conditions extrêmes. Leurs coques fléchissaient, telles les carapaces des créatures des profondeurs. Leurs systèmes énergétiques s'adaptèrent comme des cellules humaines, confrontées à la pénurie de ressources. Première vague. « Engagez l'ennemi », ordonna Robert. « Montrez-leur ce que la Terre nous a appris sur le combat en enfer. » La bataille éclata dans l'espace. Les vaisseaux humains s'enfoncèrent dans des conditions que même les vaisseaux extraterrestres ne pouvaient approcher. Ils avaient tiré les leçons de leur victoire précédente, comprenant que les armes utilisées par les dévoreurs du vide n'étaient que des conditions de survie humaine. L'amiral appela son officier scientifique. « Nous détectons l'emplacement des frayères. C'est dans une poche d'espace où la physique normale fonctionne à peine. » Robert sourit comme dans les fosses océaniques profondes de chez lui. Les équipes d'abordage furent lancées. Des plus gros navires, des centaines de petites embarcations émergèrent. Chacun transportait une équipe de soldats humains vêtus de combinaisons spécialement conçues. Il ne s'agissait pas de simples combinaisons de combat. Il s'agissait de combinaisons de survie, fruit de 4 milliards d'années de vie terrestre s'adaptant à des conditions difficiles. Équipe d'abordage, en route, annonça l'officier des opérations. Ils entrent dans la zone morte. Depuis son poste de commandement, Robert observait les images des équipes d'abordage. Les soldats se déplaçaient dans un espace tortueux, comme s'ils y étaient nés. Là où des espèces extraterrestres auraient péri instantanément, les humains avançaient. « Monsieur », rapporta un chef d'équipe, « nous avons atteint la couche extérieure des frayères. Cet endroit, c'est comme toute la couche extérieure des frayères. Cet endroit, c'est comme tous les environnements les plus hostiles de la Terre réunis.
Alors, on se sentira comme chez nous, répondit Robert. Exécutons le plan. Les équipes ont installé des dispositifs dans les frayères, une technologie combinant les connaissances humaines en matière de survie et l'ingénierie extraterrestre. Chaque dispositif était conçu pour une seule chose, rendre les frayères encore plus hostiles que ce que les dévoreurs du néant pouvaient gérer. Toutes les équipes signalent la présence d'engins explosifs. Annoncez l'officier des opérations. Attends vos ordres. Robert prit une grande inspiration. Envoyez le signal. Montrons à ces créatures à quoi ressemblent les véritables extrêmes environnementaux. Les engins se sont activés. Ils n'ont pas essayé de voir à quoi ressemblent les véritables extrêmes environnementaux. Les dispositifs s'activèrent. Ils ne cherchèrent pas à rendre l'espace plus habitable. Au contraire, ils poussèrent les conditions au-delà de ce que les dévoreurs du vide pouvaient en survivre, en appliquant les principes appris dans les environnements les plus extrêmes de la Terre. L'obscurité commença à se tordre et à se déformer. Pour la première fois, les dévoreurs du vide connurent des conditions auxquelles ils ne pouvaient s'adapter. Ils n'avaient jamais rencontré d'espèces aussi sensibles aux environnements hostiles qu'eux. « Ça marche !» cria l'officier scientifique. Les frayères s'effondrent. Robert observait les dévoreurs du vide commencer à mourir, accablés par des conditions qui lui rappelaient les pires catastrophes naturelles de la Terre. Leur obscurité vacilla et s'estompa, l'espace lui-même devenant trop hostile pour leur existence. « Faites savoir à la flotte extraterrestre, » ordonna-t-il. « Dites-leur que l'humanité a fait ce qu'elle fait de mieux. Nous avons survécu à l'impossible et appris à la destruction elle-même, ce que signifie affronter une espèce née en enfer. » Tandis que les frayères s'effondraient et que les dévoreurs du vide mouraient, Robert pensa à la Terre, leur magnifique et terrible planète natale. Cela les avait préparés à ce moment, leur apprenant que les conditions les plus rudes engendrent les survivants les plus forts. La bataille finale ne se déroulait pas avec des armes supérieures ou une technologie avancée. Elle se déroulait parce que les humains avaient compris quelque chose que les dévoreurs du vide ignoraient. La véritable force vient de l'adaptation à l'enfer, et non de sa création. Un an après la destruction des frayères des dévoreurs du vide, la Terre avait changé. Autrefois isolée, la mort-monde était devenue le centre d'entraînement, le plus important de la galaxie. Des vaisseaux extraterrestres envahissaient le ciel, leurs équipages venant apprendre les secrets de la survie auprès de l'humanité. Le capitaine Jack Thompson, celui-là même qui avait établi le premier contact en sauvant un vaisseau de recherche extraterrestre, se tenait maintenant devant une classe d'officiers militaires extraterrestres. À travers les fenêtres blindées du centre d'entraînement, il pouvait maintenant voir l'outback australien s'étendre à perte de vue. Aujourd'hui, annonça-t-il à ses étudiants, adaptés à leur environnement, vous allez expérimenter pour la première fois la gravité et l'atmosphère terrestre. Grâce au traitement développé par l'équipe du Dr Wilson, vous pouvez désormais y survivre pendant de courtes périodes. Les extraterrestres se déplaçaient nerveusement dans leurs combinaisons modifiées. L'un d'eux leva un appendice. « Capitaine, pourquoi est-ce nécessaire ?» « Les dévoreurs du vide ont disparu. » Jack sourit. « Parce qu'ils ne sont peut-être pas la dernière menace à laquelle nous sommes confrontés. La galaxie doit être plus forte. C'est pour cela que vous êtes là. » En orbite au-dessus d'eux, le commandant Emma Stone fit visiter la nouvelle flotte défensive de la Terre. Les ingénieurs extraterrestres s'émerveillaient de la façon dont les humains avaient en outre combiné leur technologie axée sur la survie avec les avancées extraterrestres. « Vos vaisseaux sont magnifiques », a admis un amiral extraterrestre, leur forme cristalline rayonnant d'admiration. « Nous pensions que nos vaisseaux étaient parfaits, car ils évitaient tout stress environnemental. Vous nous avez appris que la force vient de l'acceptation du stress et de l'adaptation. » Dans son laboratoire de la Station scientifique internationale, le Dr James Wilson a travaillé avec des scientifiques extraterrestres qui considéraient désormais les conditions difficiles de la Terre comme un avantage plutôt qu'un handicap.
Ils ont étudié comment la vie terrestre s'adaptait à tout, des pressions écrasantes aux radiations mortelles. Les mangeurs de vide nous ont montré que la galaxie devait changer, a expliqué James à un groupe de membres du Conseil en visite. On ne peut pas toujours éviter les conditions difficiles. Il faut parfois apprendre à s'y épanouir. Le lieutenant Tom Anderson, aujourd'hui promu colonel, a supervisé la construction de nouveaux centres d'entraînement à travers le monde. Chacun d'eux a été conçu pour apprendre aux espèces extraterrestres à survivre dans différents environnements terrestres. Le désert enseigne l'endurance, dit-il à son équipe de construction extraterrestre. Les océans enseignent l'adaptation à la pression. Les pôles enseignent la survie dans les conditions extrêmes. La Terre est le terrain d'entraînement idéal, car elle a déjà tenté de nous anéantir par tous les moyens possibles. Le major Lisa Cooper, qui avait mené la première bataille victorieuse contre les dévoreurs du néant, commandait désormais la nouvelle Académie de défense galactique. Ses élèves venaient de 1000 mondes, chacun apprenant comment l'humanité avait transformé les défis environnementaux en avantages stratégiques. Avant la guerre, expliqua-t-elle à sa classe, la galaxie craignait des conditions de vie mortelles. Aujourd'hui, nous comprenons que faire face à ces conditions nous rend plus forts. Chaque diplômé de cette académie emportera cette leçon dans sa vie. Dans la salle du Conseil galactique, désormais transférée sur une station orbitale terrestre, l'amiral Hayes s'adressa aux représentants rassemblés. La salle elle-même était conçue pour s'adapter à la fois aux environnements extraterrestres standards et aux conditions terrestres, symbole de la nouvelle coopération entre les espèces. Il y a 1 an, dit-il, vous nous avez qualifiés de primitifs, parce que nous venions d'un monde de la mort. Vous comprenez maintenant que survivre sur un monde de mort nous a rendus assez forts pour sauver tout le monde. Mais nous ne vous apprenons pas seulement à survivre, nous apprenons aussi de vous. Il désigna la fenêtre, où la terre brillait d'un bleu magnifique en dessous d'eux. Votre technologie nous aide à explorer les étoiles. Votre science nous aide à comprendre l'univers. Ensemble, nous créons une galaxie plus forte. Le chef du conseil, dont la forme cristalline avait été améliorée par des adaptations inspirées de la Terre, prit la parole. Lorsque nous avons découvert la Terre, nous pensions qu'aucune vie intelligente ne pouvait évoluer dans de telles conditions. Nous avions tort. Ces conditions ont créé la force même dont nous avions besoin. Les habitants de Death World ne nous ont pas seulement sauvés. Ils nous ont appris à nous sauver nous-mêmes. Tandis que la galaxie se reconstruisait et gagnait en puissance, la Terre restait au cœur de son existence. La planète autrefois redoutée par les extraterrestres devint un symbole d'espoir. Ces conditions difficiles, autrefois perçues comme une malédiction, étaient désormais reconnues comme le creuset de la plus grande force de l'humanité, la capacité à s'adapter et à prospérer face à l'impossible. L'histoire du sauvetage de la galaxie par les morts-mondeurs est devenue légendaire, racontée sur tous les mondes. Mais plus importante que la victoire elle-même était la leçon qu'elle enseignait. La véritable force ne vient pas de l'évitement des défis, mais de leur affrontement et de leur renforcement. Les enfants de la Terre ont montré à la galaxie que parfois, les débuts les plus difficiles mènent à l'avenir le plus prometteur. Ce faisant, ils sont passés du statut de primitifs craints à celui d'enseignants respectés, montrant à chaque espèce qu'eux aussi pouvaient apprendre à prospérer face à l'adversité.